Bonjour à tous, saviez-vous que les Gaulois avaient inventé la cotte de maille? Ou que les casques romains s'inspiraient du saladier? Non? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. A l'origine, cette vidéo devait faire partie de la précédente sur la bataille d'Alésia et la guerre des Gaules, ici. Mais comme elle était un petit peu trop chargée, j'ai préféré parler de l'armement des belligérants à part. J'ai donc tourné ce qui suit en Bourgogne au musée au parc Alésia en compagnie de son directeur Michel Rouget. C'est parti! Alors l'équipement gaulois, alors il y a beaucoup de clichés dessus, il y a beaucoup de représentations qu'on garde, alors qui sont plus vraies, on le sait depuis plus de 30 ou 40 ans, mais dans l'imagination, le Gaulois, il charge torse nu, il a des peintures sur le visage et il charge comme un bourrin. Il est chevelu et moustachu. Voilà, et en plus il a des moustaches, etc. Alors qu'en fait, il était super bien équipé. Oui, c'est une culture qui est complètement. D'ailleurs, on a à l'entrée de l'exposition, quand on est passé, ce face-à-face de soldats, et finalement, on a bien posé la question aux visiteurs. Où sont les Romains, où sont les Gaulois? Et en fait, il y en a toujours on hésite un peu. Voilà, ils hésitent un peu. Parce qu'en fait, en effet, il y a un équipement tout à fait performant, j'ai envie de dire, au moins de la même hauteur, du même niveau que la Légion romaine, avec notamment le fameux casque, le casque gaulois, qui est ce casque avec les paragnathides qui sont cette protection des joues. Et en fait, c'est tellement bien que les Romains vont s'en inspirer pour renouveler leur casque. Là, si on ne sait pas, on dit c'est un casque romain. Ouais, c'est ça, voilà, complètement. Il y a quand même la cotte de maille aussi, qui est une invention des Gaulois qui savaient très très bien travailler le métal. Alors c'est réservé à une élite, hein, c'est très cher puisque c'est très long à accrocher. Oui, ils ne sont pas tous en cotte de maille. Non, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est eux qui inventent le principe. Et puis ils sont avec le bouclier. Alors le bouclier plat, ovale. 1m20 à peu près. Oui, à peu près, c'est ça. Et qui en fait, dont il ne reste rien en archéologie. Nous, en archéologie, les archéologues sur le terrain retrouvent l'imbo, c'est la pièce métallique centrale qui protège la poignée. Ceci. Et en fait, donc du coup, on a supposé, avec notamment l'archéologie expérimentale, il y a beaucoup de reconstituteurs qui travaillent sur ces sujets-là et pour essayer de voir quels pouvaient être les gestes, donc quelles pouvaient être les formes des armements. Et en fait, donc on pense que le bouclier, voilà, les dessins qui ont été faits sur ces reproductions sont inspirés de motifs. Voilà, on n'aura jamais la photo pour savoir est-ce que le bouclier ressemblait à ça, mais en tout cas c'est un élément important. Et puis on a l'épée gauloise aussi, qui est une épée tout à fait intéressante, plus longue que le glaive romain. On est sur quelque chose qui fait presque quasiment 1 mètre de long. Et puis on a quand même la lance aussi. Je vous ai pas parlé de la lance. La lance, qui est un peu l'élément de base, parce que les Gaulois sont pas des soldats professionnels, c'est des gens du peuple, hein, qui sont appelés à faire des guerres. Et donc du coup c'est un peu l'élément de base d'avoir une lance qu'on peut comme ça utiliser. Et donc là on a les éléments découverts en archéologie et on a l'objet reconstitué. Donc c'est aussi intéressant de comprendre grâce à l'objet reconstitué à quoi ressemblait l'objet. Et puis les Gaulois travaillaient super bien le fer. Oui, alors ils sont très très bons. Ils sont très bons en tissage parce qu'on sait qu'ils ont des belles tenues colorées et des braies tout à fait superbes. Et ils sont aussi très très bons en D'ailleurs, travail je du crois métal. qu'au début, au 19e siècle, quand on faisait les fouilles, quand on s'intéressait à ça avec Napoléon III, que dès qu'on trouvait un objet en fer, on disait c'est romain. Oui, on ne pouvait pas imaginer que les Gaulois. Non, c'est tout à fait intéressant. Et ces 30 dernières années, la recherche et la connaissance sur les Gaulois grâce à l'archéologie a été tout à fait décisive. Alors ici, on a quoi? Alors un peu en parallèle de l'armement pur du Gaulois, on a ici 2 belles reproductions, notamment une reproduction du Carnix, qui est la célèbre trompette de guerre, qui permettait, c'est un peu le pendant, on le verra tout à l'heure, du cornu chez les Romains, qui permettait donc de gérer. Alors on pense que ça devait faire peur certainement
à l'ennemi, mais c'était aussi pour diriger et donner les ordres sur le champ de bataille. Et puis on a aussi l'emblème. Alors là, notamment, c'est le bon exemple, c'est avec un sanglier. Donc on montre bien l'importance de cet animal, le côté sacré de cet animal. Oui. On le retrouve sur beaucoup de représentations. Oui, et qu'on ne passe pas sa journée à manger comme certains le font. Et donc l'emblème qui permet de repérer une unité, une tribu, qui permet de se rassembler. Ça serait peut-être l'équivalent du drapeau, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas sur le champ de bataille, ça permet d'être un point de repère et de reconnaissance. Voilà. Donc ça, c'est des reproductions, bien évidemment. On en a retrouvé très très peu en archéologie, mais ça complète l'équipement militaire. Alors, tout le monde n'en a pas un, mais il y en a qui sont présents dans les troupes gauloises. Donc, petit résumé. Le guerrier gaulois pouvait porter pour se protéger un casque. Plusieurs modèles existent, mais à Alésia, nous avons découvert celui-ci, avec de beaux protège-joues. Il pouvait porter aussi une cotte de maille, qui serait une invention celtique du 5e ou 4e siècle avant notre ère, composée de 30 000 anneaux. On suppose qu'elle devait se porter dessus un vêtement épais pour amortir les coups. Son épée était longue, environ 90 cm, et était transportée dans un fourreau en fer. Pour les moins riches, la cotte de maille et le casque restent bien sûr inaccessibles. On suppose que certains devaient porter des cuirasses en cuir, mais c'est difficile à retrouver en archéologie. Il devait aussi exister des casques en cuir, en tissu ou en laine, mais ce ne sont que des suppositions d'après des représentations plus tardives, comme sur l'Arc d'Orange ou le Pilier des Notes à Paris, datant tous deux du règne de Tibère, soit environ 70 ans après la guerre des Gaules. La plupart des fantassins ne possédaient pas d'épée et les plus pauvres combattaient avec des habits de tous les jours. Cependant, la plupart des combattants possédaient un grand bouclier qui, contrairement aux Romains, était plat. Ils avaient une lance qui était redoutable avec ses 2 mètres à 2,50 mètres de longueur et un fer à double tranchant au bout. Le Gaulois maniait volontiers la fronde ou le javelot. Celui-ci mesurait environ 1,50 m et pouvait se lancer à main nue ou à l'aide d'une courroie. Il pouvait alors l'envoyer à plus de 30 mètres. En ce qui concerne les archers, c'est moins documenté. César dit qu'il y en a beaucoup en Gaule, mais il n'en parle vraiment qu'après la prise d'Avaricum, Bourges, en -52. Certainement que Vercingétorix, tirant des leçons de cette défaite, va se mettre à constituer des corps d'archers afin de rendre l'utilisation de cette arme efficace. César lui-même recrutera des archers rutènes durant la guerre civile. Retournons dans le musée pour parler maintenant de l'équipement des Romains. Ce qui est intéressant en archéologie, on retrouve essentiellement les petits clous qu'il y a sous les sandales romaines, les fameuses caligae. Et en fait, donc ces clous, ça évite notamment en partie l'usure de la semelle, et c'est plus facile à changer que de changer une semelle complète en cuir. Donc là, on a des reconstitutions. Et donc en gros, si vous trouvez plein de petits clous, vous savez qu'il y a eu une bataille parce que vous avez eu un certain nombre de légionnaires romains qui a dû passer sur le terrain. Là, la représentation du légionnaire romain qu'on a ici montre bien l'importance du pactage. On peut être autour de 30-40 kg de pactage parce qu'il transporte à la fois ses effets personnels, mais aussi des effets pour l'ensemble du petit groupe qui constitue avec ses collègues. On a un bouclier de forme arrondie, voilà. À peu près la même taille que ceux des Gaulois. Oui, à peu près la même taille, qui est à la fois défensif et offensif, puisque là encore une fois, les reconstituteurs qui utilisent ont montré un usage où on peut en effet se servir du bouclier aussi pour frapper, aussi bien que pour se protéger. Et on n'a pas une épée chez les Romains, on a un glaive. Qui est aussi utilisé en lien avec le bouclier. Alors, petite différence aussi, parce que le fourreau des Romains est en bois, alors que le fourreau des Gaulois, souvent, est en cuivre ou en fer. Oui, c'est vrai. Il y avait une meilleur entretien. Oui, certainement. Il y avait ce côté-là aussi qui jouait. Mais ça montre, de toute façon, quoi qu'il en soit, que les deux manières de combattre ont développé des éléments dans la modernité. Oui. Enfin, ils sont à échelle identique, j'ai envie de dire, quand ils sont face à face. Ce sont des soldats de leur temps, exactement, avec la meilleure technologie possible. Et puis là, on a aussi l'équivalent. On a le cornus, cette espèce de trompette qu'on voit tout le temps dans les films, voilà, qui fait super bruit. Et donc qui donne finalement, qui sert à donner sur le champ de bataille
les ordres, les mouvements, enfin voilà, qui permet de repérer. Donc ça c'est assez étonnant. Et on a l'équivalent c'est le pendant chez les Gaulois de la fameuse trompette de guerre qui est le carnix. Donc voilà, donc finalement on est sur deux équipements, deux soldats qui sont équipés de la même manière quasiment, alors avec des détails, des usages différents, mais on n'est pas du tout sur une civilisation romaine qui serait suréquipée et face à une civilisation gauloise qui serait arriérée, torse nu avec des peaux de bête. Voilà, forcément. Donc ça c'est une fois qu'on a remis ça, on peut parler après du siège et de la bataille d'Alésia, puisqu'on sait maintenant comment les éléments sont équipés. Ok, merci. Donc le soldat romain type portait un casque en bronze en forme de bol avec des protections sur les joues assurées par des simples lacets de cuir ou par des anneaux. Alors je me suis un peu moqué de sa forme en début de vidéo, le comparant à un saladier, mais il faut comprendre que durant la guerre des Gaules, César a besoin d'hommes. Et l'on passe de 4 à 12 légions. Chaque légion compte théoriquement 5200 soldats. Ça en fait des saladiers. Le légionnaire avait une cotte de maille sans manches qui descendait à mi-cuisse. Elle était renforcée probablement par des épaulières en cuir ou en cotte de maille et se portait au-dessus de la tunique. Le bouclier romain, scotum, contrairement aux Gaulois, était cintré pour mieux envelopper le corps. Il était très solide et pesait environ 5 kg. Plutarque nous raconte qu'après le siège de Dyrrhachium, en moins 48 durant la guerre civile opposant les Césariens et les Pompéiens, un soldat s'appelant Cassius Caeva aurait offert à César son bouclier portant l'impact de 130 coups. Je vous l'ai dit, il est très solide. Le soldat possédait aussi un javelot lourd appelé pilum. À Alésia, on a retrouvé des fers longs de 25 à 70 cm avec leur bout à tête pyramidale. On pouvait l'envoyer à 30 mètres et il transperçait assez facilement les boucliers adverses en restant coincé à l'intérieur, ce qui handicapait forcément l'ennemi. L'arme principale du légionnaire était son glaive, Glavus, qui mesurait environ à cette époque 70 cm. Il raccourcira au début de l'Empire. Certains légionnaires portaient aussi une dague, Pugio, longue de 15 à 20 cm. Les manipulations des arcs et des frondes étaient laissées aux auxiliaires. Les légionnaires ne les manipulaient que très rarement. On peut donc constater que l'équipement gaulois et romain est très similaire. La grosse différence, c'est que tous les légionnaires sont équipés de la même façon, ce qui est très loin d'être le cas chez les Gaulois. Et puis les Romains maîtrisaient l'art de la polieur cétique, grandement inspiré par les Grecs et possédaient de nombreuses machines de guerre, comme les béliers, les scorpions, les balistes, les catapultes, les tours, qui pouvaient atteindre 30 mètres de haut. Le gros avantage qu'avaient aussi les légionnaires par rapport aux combattants gaulois, c'était l'entraînement, la discipline et des chefs compétents. Ce qui n'était pas toujours le cas chez les Gaulois. Mais ça, je le garde pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Merci au Musée au Parc et à Michel Rouget pour leur accueil. En ce moment, ils sont en train de refaire toute leur scénographie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci aux associations de reconstitution historique Ave Bagakum et Teta Arverni pour leurs photos. Je vous mets le lien de leur site en description. Allez voir ce qu'ils font, c'est magnifique. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.